Nigeria a inauguré 4 navires de guerre ce jeudi. Une acquisition qui entre dans le plan de lutte contre Boko Haram. Le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale dénonce les violations des droits des populations par l'armée camerounaise. Puis le président sud-africain ce jeudi a rejeté toute accusation de racisme. C'était au Parlement. Bonsoir chez vous, bienvenue dans ce journal. Le Nigeria a inauguré l'acquisition de 4 navires de guerre en présence du président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Un des bateaux est de fabrication chinoise et un autre de fabrication américaine. Voici un tout petit extrait de la déclaration du chef de l'État nigérien à l'occasion. Aujourd'hui, nous sommes ici pour une cérémonie navale, mais aussi pour l'armée et la force de l'air. Nous avons construit une capacité suffisante et il me permet d'utiliser cette plateforme et je promets à mes compatriotes que nous allons mettre en déroute Boko Haram dans notre pays. Boko Haram. Lutte contre Boko Haram toujours, une ONG de défense des droits de l'homme au Cameroun a dénoncé les dérives des forces de sécurité camerounaises. Sont notamment décriées des intimidations et des actes de torture contre la population. Reportage. Félicitant et encourageant l'armée camerounaise pour sa bravoure dans la lutte contre le fléau Boko Haram dans l'extrême nord du pays, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale constate néanmoins que cette zone est devenue le lieu de toutes sortes de violations des droits humains. En dehors des exactions du groupe islamiste armé nigérian, l'armée de son côté utilise aussi des méthodes musclées pour obtenir des renseignements avec les civils, selon l'ONG. Les biens des populations sont pillés par les éléments des deux côtés. Les militaires des armées régulières commettent des exactions sur des populations tout en faisant fi du droit humanitaire international qui s'impose en cas de conflit. D'après la directrice exécutive du réseau, de nombreuses personnes auraient été interpellées et conduites à la gendarmerie après le ratissage de 2 villages de l'extrême nord récemment. Une 50aine d'entre elles sont mortes asphyxiées dans leurs cellules avant d'être enterrées dans une fosse commune en brousse. On ne peut pas, au nom de la lutte contre Boko Haram, qui est déjà rude, c'est vrai, laisser que les populations soient tétanisées et terrorisées, y compris ceux qui sont là pour les protéger. Un porte-parole de l'armée camerounaise approché s'est contenté de répondre: nous n'avons pas de commentaires à faire, les ONG sont dans leur rôle, nous n'avons rien à dire. Depuis des mois, le groupe islamiste nigérian multiplie les attaques dans l'extrême nord du Cameroun, frontalier du Nigeria, commettant des massacres dans des villages, posant des mines antipersonnelles sur les axes routiers et s'en prenant désormais directement aux positions de l'armée. Les combats entre les forces armées soudanaises et les rebelles au Darfour ont chassé de chez elles plus de 41 000 personnes. Il s'agit d'une estimation de l'ONU publiée ce jeudi même. Le conflit au Darfour opposant les forces armées soudanaises aux rebelles ont chassé de chez elles plus de 41 000 personnes en 2 mois. Sur la même période l'an passé, 14 000 personnes avaient dû quitter leur foyer selon l'Office de la coordination des affaires humanitaires qui estime à 2,5 millions le nombre de déplacés au Darfour. Le directeur de l'OCHA au Soudan a expliqué que le nombre de déplacés pourrait dans les faits être plus élevé que celui communiqué par ses services sur la base de données récoltées entre la dernière semaine de décembre et le 15 février. Rappelons que depuis 2003, les forces soudanaises ont lancé en novembre une offensive au Darfour pour essayer d'y défaire l'insurrection qui s'oppose au gouvernement de Khartoum. La plupart des combats ont eu lieu dans la zone montagneuse de Djebel Mara. Les provinces de Kordofan Sud et du Nil Bleu sont entrées en conflit avec Khartoum juste après l'accès à l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, des violences alimentées par la rancœur des populations non arabes qui se disent discriminées par le gouvernement. Depuis 2003,
Plus de 300 000 personnes sont mortes au Darfour et le président soudanais Omar el-Béchir est voulu par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Le président sud-africain, récemment critiqué pour des propos jugés agressifs contre les Blancs, a solennellement réaffirmé ce jeudi au Parlement que l'Afrique du Sud était bien la nation arc-en-ciel chère à Mandela. Jacob Zuma rejette ainsi vivement toute accusation de racisme. Nous sommes une nation arc-en-ciel. Personne ne va nous chasser. Nous nous battrons contre ceux qui disent cela. Votre place est ici. Il ne doit pas y avoir de crainte du tout. Jacob Zuma répond ici à ses détracteurs qui l'accusent d'avoir tenu des propos agressifs contre les Blancs. Citant la Charte de la liberté, un document majeur de l'histoire sud-africaine adopté en 1955 par ceux qui combattaient le régime d'apartheid, Jacob Zuma a soutenu que l'Afrique du Sud appartient à tous ceux qui y vivent, noirs et blancs. Beaucoup de gens se battent quand on les traite de chiens. Ils se battent. Moi, jamais. Beaucoup de gens m'ont insulté ainsi, mais je ne suis pas un chien. Pourquoi me battrais-je? Je n'ai pas une bouche comme ça, ni une queue. Si quelqu'un me traite de chien, il a un problème, parce que je ne suis pas un chien. En cette circonstance, le président Zuma a rappelé que le projet de loi sur la terre visant à interdire aux étrangers la possession de terres agricoles ne toucherait nullement les achats de résidences d'habitation. Au moins 3800 migrants africains partis de Libye ont été secourus en mer Méditerranée depuis vendredi. Ce flux dépasse largement le total du mois de février 2014. Pendant ce temps, sur une petite île italienne de Lampedusa, des dizaines de migrants embarquent vers la Sicile et la promesse d'une vie meilleure. Le centre d'accueil temporaire sur la petite île italienne de Lampedusa, la plus proche des côtes africaines, est débordée par les centaines de migrants fraîchement arrivés. Un signe annonciateur d'une saison des trafics explosive. Au moins 3800 migrants africains partis de Libye ont été secourus en mer Méditerranée vendredi. Une partie de ces migrants ont été conduits à Lampedusa, où sont encore la plupart des survivants de la tempête ayant coûté la vie à plus de 330 migrants disparus en mer ou morts de froid la semaine dernière. D'abord, je suis venu de Somalie. Je suis allé au Soudan pour chercher une vie meilleure. Ce n'était pas possible. Après, je suis allé en Libye. C'était la même chose. Mais aujourd'hui, je me sens libre. J'ai l'impression d'être une personne avec un futur. Je dis simplement que mon rêve est réalisé. Je suis heureux. Dans notre pays, nous ne connaissons pas la paix. Nous n'avons pas d'éducation. Donc, pour avoir ces deux choses-là, j'ai décidé d'immigrer dans ce pays. Des bateaux plus petits, avec plus de passagers. J'ai dû me battre pour pousser tout le monde. 300 personnes, car le bateau est trop petit. Ensuite, le bateau italien est venu à la fin du premier jour. Et finalement, je suis arrivé à Lampedusa. Pas de maman, pas de papa. Je suis tout seul. Mardi matin, le centre d'accueil de la petite île accueillait environ 1200 personnes, le triple de sa capacité, dont 200 mineurs et une centaine de femmes. Une surpopulation, source de nombreux problèmes. Impossible au dire d'un porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés de garantir l'assistance nécessaire aux personnes qui arrivent. De même, il est impossible de séparer les hommes des femmes et des enfants, d'isoler les personnes atteintes de gale. Un tour au Venezuela à présent. Quelques 300 manifestants se sont rassemblés mercredi à Caracas pour demander la libération de Leopoldo López, un opposant au président Nicolás Maduro. Leopoldo López a été incarcéré depuis le 18 février 2014 et est accusé d'incitation à la violence lors des manifestations antigouvernementales de l'an dernier. Vêtu de blanc comme Leopoldo López lorsqu'il s'est constitué prisonnier sous l'œil des caméras il y a un an,
Ses partisans se sont rassemblés sur la place Briand dans l'est huppé de Caracas où l'opposant s'était rendu à la police entouré de milliers de manifestants. Ça a été une année de travail, de constance, de force, de foi énorme. Comme dit Leopoldo, la liberté des Vénézuéliens dépend de chacun d'entre nous. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Détenu sous les chefs d'inculpation, d'instigation à la violence, incendie, dégradation et association de malfaiteurs, Leopoldo López se présente comme un prisonnier politique. Leopoldo est en prison, mais le Venezuela également est emprisonné dans ses droits avec un taux d'impunité à 97%, avec un taux d'inflation à 114%. Que doit-il arriver de plus? Avec une répression brutale qui nous menace de nous tirer dessus avec des armes mortelles, voilà pourquoi les gens ont peur. La semaine dernière, l'épouse de Leopoldo López s'est rendue à Londres au siège d'Amnesty International qui a exigé sa libération. Elle s'est également rendue aux États-Unis où elle a été reçue par le vice-président Joe Biden et le secrétaire général de l'Organisation des États d'Amérique, Miguel Insulza. Je suis convaincu que les instances internationales et la pression internationale vont permettre la libération de Leopoldo López face à toutes les ingérences de l'État, parce que l'application du droit est nécessaire et face aux demandes internationales, Leopoldo López sera libéré bientôt. Économiste de 43 ans, formé notamment à Harvard, Leopoldo López est jugé depuis le 24 juillet 2014 et risque jusqu'à 10 ans de prison. Il fait partie des opposants les plus radicaux au gouvernement en place, réclamant notamment la démission du président Maduro. Près de 90 000 civils ont fui les affrontements dans le nord de la Birmanie. Selon les autorités birmanes locales, ce mercredi, il s'agit d'affrontements qui opposent les rebelles et l'armée depuis plusieurs jours. Des villes et des villages entiers se sont vidés et des réfugiés continuaient d'affluer vers la ville de Lashio, distante de 140 km de Loké, épicentre des combats, qui ont repris le 9 février dans cette région apaisée depuis 6 ans. Les rebelles, eux, craignent une attaque de grande envergure de l'armée après l'instauration mardi de l'état d'urgence dans cette région de Kokand, à la frontière chinoise. D'après un député local, plus de la moitié de la population de la localité de Loké aurait quitté la zone, une fuite parfois sous le feu des combats. L'armée et les rebelles se sont mutuellement accusés d'avoir ouvert le feu sur les véhicules au sud de Loké. Quelques 30 000 personnes auraient passé la frontière pour se réfugier dans la province chinoise voisine du Yunnan, inquiétant Pékin qui y voit une menace pour la sécurité de ses frontières. L'armée birmane avait reconnu faire rarissime avoir perdu une 50aine d'hommes la semaine dernière. Elle a depuis lancé des raids aériens contre les positions des rebelles, faisant des dizaines de morts dans leur rang. La situation est de plus en plus préoccupante pour le pouvoir, confronté à plusieurs autres conflits qui menacent la difficile transition démocratique entamée en 2011, lorsqu'un gouvernement quasi-civil a mis fin au pouvoir dictatorial de l'armée et ouvert au monde ce pays isolé depuis des décennies. Les autorités avaient annoncé dans un premier temps qu'elles espéraient signer jeudi un accord de cessez-le-feu à l'occasion de la fête nationale, mais elles ont reconnu que l'accord n'était finalement pas encore prêt. Ainsi pour enfin cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter, mesdames et messieurs. Très bonne suite des programmes sur SICA. Au revoir.